Merci. Donc, oui, je commence par faire une rectification. On ne devrait pas dire éolienne offshore, mais fondation des éoliennes offshore, puisque bien évidemment, on se restreint au domaine des fondations. Donc, ce groupe de travail a été lancé il y a déjà pas mal de temps, hein, puisque ça remonte à 2013. On en avait discuté au JNGG de Bordeaux. Et donc, les motivations de ce groupe sont assez évidentes. Puisque vous avez tous constaté donc, que le marché des éoliennes offshore est en développement sur les côtes françaises et qu'il y avait une constatation bien évidente, c'était qu'on n'avait aucun document français qui soit susceptible de traiter de reconnaissance des sols en mer, et ni bien évidemment du dimensionnement de fondations de ce type, de structure. Pardon. Alors, je vous dis que le marché est en développement. J'ai pensé qu'il était peut-être pas mal de vous faire un petit point là-dessus, très rapide. Vous voyez là tous les projets qui sont actuellement d'éoliennes fixes, donc qui sont en cours de développement. Il s'agit des projets de Fécamp, de Saint-Nazaire, de Coursol, du Tréport, de Saint-Brieuc et de l'île de Dieu, Noirmoutier. Ce sont des développements qui sont un peu d'une puissance globale de l'ordre de 300 à 500 mégawatts. Comprenant entre 60 et 80 éoliennes de puissance comprise entre 5 et 8 mégawatts. Ces projets sont dans le stade d'avancement. Les reconnaissances préliminaires sont faites sur tous les projets. Les reconnaissances finales sont soit faites, soit seront faites dans le courant 2018. Et au niveau du dimensionnement, il y a deux projets qui ont été ou sont en cours d'attribution. Et on peut considérer que le dimensionnement détaillé commence ou va commencer. Les autres projets encore sont au stade préliminaire. Et puis il y a deux autres projets qui sont soit dans les appels d'offres sont en cours ou les appels d'offres sont attendus. Donc qui sont les projets de Dunkerque et d'Oléron. Alors ça, c'est le domaine des éoliennes fixes. Dans le domaine des éoliennes flottantes, on en est encore à des projets pilotes. Ces projets donc, sont également listés là. Il y a l'éolienne Flogen qui est au large de la Bretagne, les projets de Gruissant, de Lecat et de Groix, et le projet Provence Grand Large au large du delta du Rhône. Les premiers sont sur ancrage caténaire, le dernier sera sur ancrage tendu. Et là également, bon, les reconnaissances ont commencé, ou souvent vont être effectuées les préliminaires dans le courant de l'été. Et on peut considérer que les reconnaissances complètes ont été faites pour ces deux projets-là. Et le dimensionnement sont également au stade préliminaire. Projet grand large, ce dimensionnement pourrait commencer prochainement. Voilà un petit peu l'état du marché actuel. Et donc, vous voyez que quand on voit ça, on se dit qu'il était quand même temps qu'on se positionne au niveau de ce qu'on allait imposer, notamment ce qu'il y avait de plus urgent, c'était le domaine des reconnaissances qui, elles, sont parties à grande vitesse. Et il était quand même indispensable d'avoir très vite un document qui fixe un peu le caractère, enfin le cadre de ces reconnaissances. Donc le groupe de travail, il est composé de 36 membres que je ne vais pas vous lister aujourd'hui, bien que, puis surtout, c'est comme dans tous les projets, on démarre à 36 et puis après il y a une dizaine ou une douzaine de personnes actives qui restent jusqu'au bout. Mais là encore, on a une belle représentation de la profession avec des maîtres d'ouvrage, avec des bureaux d'études géotechniques, des ingénieries généralistes, des constructeurs d'éoliennes, enfin un constructeur, General Electric, et des entreprises de travaux, des bureaux de contrôle technique avec le bureau Veritas et Socotec et Lifstar. Donc quelques noms quand même. Bon, c'est Patrick Berthelot donc, qui est président du groupe, qui était là au nom du bureau Veritas jusqu'à fin 2017, on va dire, au tout début 2018, et qui maintenant nous fait le plaisir et l'honneur de continuer le travail, mais à titre personnel. Bon, c'est moi-même qui ai animé le groupe, et puis nous avons été amenés donc à faire des différents sous-groupes, dont un groupe important sur la définition des charges et le passage des charges aux sollicitations. C'est un domaine assez compliqué où c'est Aurélien Racé de General Electric avec une forte
aussi une forte contribution de Pascal Demingue d'EDF Énergie Nouvelle. Et puis Christophe Jacques de Cathy Associés a dirigé le sous-groupe Monopieux, Benjamin Souvial le sous-groupe sous les embases gravitaires et Régis Valorens le sous-groupe sous les pieux. Alors j'ai oublié de dire une chose, c'est que le document ne traite que des éoliennes fixes. Alors restera après à voir si dans un deuxième temps on fait un addendum ou un deuxième document pour les éoliennes flottantes qui sont un petit peu en retard et qui nous laisseront un peu souffler pour nous donner le temps de terminer le travail en cours. Et puis on a été amené aussi à former un comité de coordination de la rédaction, puisqu'on arrive quand même, vous allez le voir, à plus de 200 pages de documents, donc il fallait un petit peu serrer les boulons, et donc c'est Patrick et Françoise Ropers et moi-même qui assurons ce travail. Le document lui-même, donc, vous avez ici sa dernière version, donc, qui est en cours de finalisation, qui sont donc les recommandations pour la conception et le calcul des fondations d'éoliennes offshore. Actuellement, on est à 277 pages et 92 figures. On envisage une réunion de clôture, on va dire, du projet, dernière réunion des partenaires, le 7 juin, en prévoyant d'avoir tout finalisé, la rédaction et les figures, pour la fin du mois de juin. Et la mise sur site se ferait début juillet. Le contenu, là, je vais passer très vite, puisqu'on n'a pas trop le temps de s'étendre. Donc, introduction, référentiel, conditions de site, chapitre très important sur les charges et les cas de charge, parce que c'est dans ce chapitre-là qu'on essaie de comprendre comment fonctionne une éolienne, et notamment une éolienne offshore. C'est pas simple. Et le chapitre 5 sur les études de terrain, les reconnaissances, qui est un chapitre très important et qui sera d'ailleurs utilisable pour toute structure offshore qui ne serait pas une éolienne, puisqu'il y a quand même, c'est un gros chapitre, on parle beaucoup des modèles de terrain, etc. Je crois que c'est quelque chose qui servira pour beaucoup d'ouvrages en mer. Donc, sollicitation et vérification, chapitre 7, avec discussion des niveaux de sécurité, et puis les 3 chapitres qui correspondent aux 3 types de fondations d'éoliennes fixes qui sont actuellement envisagées et utilisées, les monopieux, les pieux des jackets support et les fondations d'embase gravitaire. Et puis on a été amené au fur et à mesure à introduire un chapitre 11 qui traite de l'affouillement et de la mobilité sédimentaire, et qui avait tendance à se répéter un peu sur les 3 chapitres et qu'on a complètement isolés. Et pour l'instant, on a 3 annexes, mais ça ne devrait pas varier. Donc un tableau des cas de charge, une annexe très originale sur le cas particulier des embases annulaires, c'est-à-dire dont l'embase ne serait pas continue, mais qui aurait une espèce de trou central. Et une autre petite annexe sur les principes de modélisation des bases gravitaires par élément fini. Alors, je voulais juste terminer par quelques digressions sur les principales difficultés qu'on a rencontrées pour élaborer ce document. La première d'entre elles, c'était de comprendre comment tout ça fonctionnait. Quand on s'est confronté aux différents cas de charge, il y a 26 cas de charge environnementales qui sont définis dans les documents IEC, donc la NFEN 61400. Et donc ça nous a posé beaucoup de problèmes pour arriver à savoir comment définir les sollicitations et raccrocher tout ça au domaine géotechnique. Le deuxième point sur lequel on a rencontré des difficultés, mais là qui sont inhérentes au type de fondation, c'est que les éoliennes sont très, très sensibles à leur période, à la positionnement de leur période propre et aux problèmes de fatigue, d'une part, et d'autre part qu'elles ont des critères d'inclinaison très stricts, c'est-à-dire qu'on impose de ne pas être incliné de plus de 0,5 degrés sur toute la vie de la structure, sachant que sur les 0,5 degrés, on en a pris 0,25 de tolérance pour l'installation. Donc ça veut dire qu'on va après jouer sur de très faibles déformations tout au long de la structure, d'une part, et que d'autre part, il faut qu'on connaisse parfaitement la rigidité de la fondation, alors qu'on la connaisse notamment
au moment, décidément, au moment de la mise en place, c'est-à-dire une connaissance très précise des modules de déformation, et qu'on ait la maîtrise de cette évolution au cours de l'histoire des déchargements, notamment sous sollicitation cyclique. Donc ça c'est un domaine assez spécifique des éoliennes offshore. Et donc je voulais juste vous illustrer ici le problème auquel on est confronté. C'est que si vous portez la fréquence ici et puis que vous avez les densités spectrales de puissance, si vous reportez les spectres de vent, les spectres de houle, les zones de fréquence sur lesquelles on ne doit pas rentrer à cause de la fréquence de rotation des pales, du rotor, et puis la 3P, la rotation des pales, il vous reste ce petit domaine-là pour fonctionner. Et ce petit domaine-là, il est compris entre 0,2 et 0,3 Hz. Donc après, il faut arriver là-dedans à être sûr qu'on ne va pas se planter sur la contribution que les fondations apportent à la fréquence propre de la structure, d'une part, et que après, ça va évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire que si on est sur... est-ce qu'on se met ici pour évoluer vers là-bas, ou est-ce qu'on se met ici pour évoluer vers ici, selon qu'on voit une fondation qui se raidit ou qui s'assouplit. Donc ça aussi, c'était un problème assez critique. Le troisième qu'on a rencontré, alors lui, c'est un problème de compatibilité entre la pratique offshore et la pratique terrestre, et les expériences offshore, les expériences terrestres, et les niveaux de sécurité offshore, niveau de sécurité terrestre. On constate que sur les côtes françaises, on n'a pas beaucoup de sols conventionnels, c'est-à-dire de sols qui sont des sables et des argiles, mais on a plutôt des marnes, des craies, des roches tendres, voire des roches dures, comme par exemple à Saint-Brieuc, où on dépasse les 50 mégapascals de résistance à la compression simple. Et il se trouve que les documents normatifs offshore, eux, s'intéressent qu'aux sables et aux argiles. Évidemment, les pétroliers, ils ne vont pas travailler sur du granit. Donc, on se retrouve là avec beaucoup d'expérience sur des pieux battus dans des terrains de style sable et argile. Par contre, on est un peu démunis quand on va avoir affaire à des pieux forêts qui sont dans des roches tendres. Bon, là, les documents offshore sont assez limités. Donc, par contre, en France, dans le domaine du terrestre, on a plutôt une grande expérience dans ces domaines-là. Donc, comment a-t-on résolu la question ? On a décidé qu'on se référait au niveau de sécurité et à l'expérience offshore pour tout ce qui était pieux battu dans les sols conventionnels, et qu'après, pour tout ce qui était des cas un petit peu particuliers, donc qui étaient notamment les pieux forêts et qui étaient les sols non conventionnels, genre roches carbonatées, roches tendres, roches un peu plus dures, on allait se greffer, on va dire, faire des ponts pour arriver au niveau de sécurité qui sont recommandés par les documents terrestres, et donc notamment la NFP 94-262. Donc ce passage-là, on a fait ce passage par l'intermédiaire de facteurs partiels, qui sont, on va dire, des facteurs de modèle, pour faire court. Et je ne vous cacherai pas que les dernières discussions qui restent en cours sont sur la justification de ces facteurs partiels qui ont tendance à faire augmenter les coefficients de sécurité usuellement pratiqués en offshore. Et donc là c'est les dernières discussions et mises au point qui nous restent à faire lors de la dernière séance. Enfin, on est près du but. Voilà. Donc j'en ai terminé, simplement pour vous dire que donc la version française va être mise, comme je l'ai dit, sur le site début juillet. En parallèle, on va lancer une traduction anglaise. Le chapitre reconnaissance, ce qui va être le chapitre reconnaissance, est déjà accessible depuis plus de 2 ans sur le site du CFMS, qui a été écrit en avance. Et tout cela, donc, si vous êtes intéressé par le sujet, je vous donne rendez-vous le 6 décembre à l'IFSTAR, où il y aura une journée entière consacrée au thème des éoliennes offshore. Une première demi-journée sera consacrée à la présentation du document, et la deuxième journée, on va essayer d'organiser des conférences sur les projets de R&D d'éoliennes offshore en cours, notamment dans le projet sur le site en France, le projet Alpaca pour les pieux dans les craies, qui est actuellement en cours en Angleterre, sous l'égide d'Imperial College et d'Oxford,
Et puis peut-être aussi qu'on sera une conférence sur le projet PISA de pieux chargés horizontalement qui n'a jamais été présenté en France. Donc tout ça est en train d'être mis au point. Et là, le dernier point, c'est qu'il y aura, donc on envisage, comme on vous l'a dit tout à l'heure, je n'insiste pas là-dessus, un numéro spécial la publication dans un numéro spécial de la RFU. Voilà.